Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau vlog sur The Look of Pop. Aujourd'hui on va parler évidemment de la sortie de Avatar 2, La Voix de l'eau. Mais je vais pas en parler tout seul, je suis accompagné aujourd'hui de Thomas du compte Twitter Planète Avatar. Thomas, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton compte Twitter, en quoi il consiste ? Évidemment. Alors en fait, moi je suis un fervent admirateur de Cameron et de son film Avatar. Et donc j'ai décidé en fait de mettre cette passion à profit des gens. Donc j'ai créé un compte qui s'appelle Planète Avatar sur Twitter, qui parle en fait des informations sur la saga, sur ce qu'il y a autour, sur l'univers, sur les comics, sur les jeux, surtout sur les films. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors d'ailleurs, on peut aussi vous dire, alors moi j'ai vu pour l'instant Avatar, La Voix de l'eau une seule fois, toi tu l'as vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois, ouais. On pourra parler justement un petit peu des conditions techniques dans lesquelles on l'a vu. L'idée c'est pas forcément de faire une analyse ultra précise, ultra détaillée, parce que je pense qu'on va être d'accord avec Thomas pour se dire que un film ça mérite d'être digéré et un peu réfléchi pour vraiment avoir un avis définitif. Et puis même il est tellement dense ce film, c'est 3h12 où il se passe tellement de choses, donc à chaque visionnage on va apprendre des choses. Donc, Ouais, clairement, quand on sort de ce film, on a vraiment l'impression d'avoir vu beaucoup trop de choses et de se dire il faut aller le revoir plusieurs fois pour pouvoir essayer d'avoir une vision plus globale du film. Mais on va dire quand même eu le temps de se faire un petit avis à chaud. Ça va. D'ailleurs, je sais pas toi, si tu devais aller en un mot, en une phrase, te dire dans quel état t'es ressorti du film, quel a été ton premier sentiment ? Déjà, en fait, je vais parler de ma deuxième séance parce que la première, j'ai pas forcément apprécié les conditions dans lesquelles j'étais. Alors, la deuxième, en fait, je me suis dit à un moment durant le film, en fait, c'est de la magie. Mais comment il a fait ? Je me suis reposé cette question-là. J'étais comme un enfant, en fait, émerveillé par ce que je voyais. J'ai apprécié chaque seconde du film. Vraiment, c'est comme une sorte de récompense, en fait, après 13 ans d'attente du film. Je pense qu'il a pas déçu. Ouais. Moi, de mon côté, ce serait, si je devais dire en un mot, en une phrase, c'est vraiment en fait le côté émotionnel. On va en parler, mais moi j'ai vraiment été surpris. Le film m'a pris de court. Je pensais pas qu'il arriverait en fait à m'émouvoir comme ça. Et je suis ressorti du film et pendant longtemps après le film, j'avais du mal à en parler parce que j'étais encore vraiment sous le coup de ce que je venais de voir. Et j'ai l'impression, en tout cas, pour avoir aussi discuté avec un peu des gens autour de moi, que ça a été assez partagé, cette impression que ce film arrive à t'attraper avec des émotions très simples, mais très pures. Et là, vraiment, j'attendais pas Cameron à ce niveau-là. Et donc voilà. Alors, le pitch d'Avatar 2 se passe, donc le film se passe 10 ans, je crois. C'est 15 ans après le film. 15 ans après le film. Ça commence très mal. 15 ans après le premier film, ce qu'on comprend, c'est que les humains sont jamais vraiment partis. En fait, ils ont continué à retourner sur cette planète, et cette fois avec l'ambition de s'y installer définitivement. Exactement. Du coup, notre héros, Jake Sully, lui, a eu le temps de fonder une famille. Il a eu plusieurs enfants. Et ce qui va se passer, c'est que notre bon vieux colonel Quaritch n'est pas tout à fait mort. Alors avant ça, le film laisse penser qu'en fait, pendant les 1 an qui séparent le retour des humains après le début du film, lors de l'attaque du train par exemple, il s'est passé 1 an, où Jack a fondé une sorte de rébellion, qui en fait s'attaque aux humains et qui en fait les empêche de s'installer comme ils le souhaitent. Tout à fait, une sorte d'insurrection. Et du coup, l'idée des humains, c'est de parvenir à faire revenir Quaritch entre les morts par un pur délire de SF, c'est-à-dire on prend on va dire la mémoire de quelqu'un et on l'injecte dans un nouveau corps, ce que moi j'accepte volontiers parce qu'on est dans de la pure SF. Et puis c'était attendu. Et du coup il revient cette fois dans un corps de Na'vi. Et évidemment la première chose qu'il a envie de faire, ce que j'ai eu un peu de mal à comprendre au début dans le film, ça allait vite, c'est lui il a un désir de revanche, mais en tout cas les militaires vont lui donner l'occasion de dire ok, vous voulez aller tuer Jake Sully, et ben c'est notre objectif aussi. Il n'a pas vraiment de désir de revanche. En fait c'est pour ça que l'emphase en fait sur la rébellion était intéressante et importante. Ils essaient en fait de montrer que Jake pose vraiment problème aux humains, et en fait il réappelle le colonel pour monter une sorte d'escouade de choc et aller choper ce mec-là pour l'empêcher de... L'idée qu'on a dans le film, c'est que les militaires se disent que Jack c'est vraiment le chef de l'insurrection et qu'en allant le faire tomber lui, on arrivera plus vite à faire tomber cette insurrection. Exactement, c'est une sorte de John Connor. Alors je pense qu'on va sûrement faire souvent des parallèles et des effets de miroir avec les autres films de Cameron, parce que
Cameron a quand même l'habitude de répéter tout le temps des idées très très fortes à faire sa filmographie. Donc il se passe ça, et la décision de Jack du coup, ça va être de se dire, lui il a fondé une famille, il se rend compte qu'en fait c'est un grand sujet du film, c'est un père très très angoissé pour sur la protection de ses enfants, et il va décider en fait de quitter le clan Matikaya pour essayer de sauver sa famille et peut-être de protéger le clan Matikaya de cette menace qui peut leur tomber dessus. Donc du coup il va quitter le clan Matikaya. Ça en fait c'est ça, tout le film tourne autour du fait qu'il a envie de protéger les siens. Ça part par ses enfants d'abord, mais aussi pour son peuple. Exactement. Et c'est justement à la fin du film qu'il va se rendre compte que cette décision n'était pas forcément la meilleure à prendre, et qu'en fait, malgré, il aura beau fuir durant les suites, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il décide enfin de rentrer à fond dans la résistance, surtout contre Quaritch. Ouais. Et puis voilà. Et voilà, donc du coup, pendant tout le film, ce qu'on va voir, c'est la famille de Jake Sully et de Neytiri qui débarque dans un nouveau clan. Alors, le nom du clan, c'est les Metkayina. Les Metkayina, on l'a répété, on l'a regardé tout à l'heure sur internet parce qu'on s'en souvenait plus. Les Metkayina, qui est un peuple océanique qui vit au bord de l'eau et qui lui est en connexion plutôt avec la faune et la flore maritime. Exactement. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que, et là on va rentrer dans cette idée qu'Avatar 2 c'est vraiment à la fois une répétition du premier sur certains points et une évolution, une variation sur d'autres points, c'est que on va devoir à nouveau réapprendre de nouvelles choses, comme le personnage de Jake Sully dans le premier, mais cette fois c'est toute la famille qui va devoir réapprendre à vivre autrement, parce que vivre dans la forêt, être un Nomaticale, c'est pas la même chose que vivre avec les Metkayina dans l'eau. Donc il y a toute cette idée de, ce sont quelque part des migrants qui arrivent à un nouvel endroit, ils vont devoir s'adapter, et la menace de Quaritch évidemment va poindre à un moment, et le choc sera inévitable. La menace d'ailleurs qui se construit un peu en miroir, Quaritch qui apprend à utiliser les ikrans en même temps que les enfants apprennent à gérer leur animal sous-marin. Et en l'occurrence Jack qui apprend à piloter son oiseau géant avec sa bouche un peu en espadon ou un peu en espadon, ou en ichthyosaure pour ceux qui sont fans de dinosaures. Je sais pas comment on pourrait comparer cet animal, etc. Une sorte de poisson volant, mais... Et puis il y a aussi encore ce parallèle aussi avec la famille chez Quaritch aussi, parce que maintenant il a un fils. C'est évidemment de ça qu'on va parler. Voilà, avec qui il va apprendre à comprendre un peu la faune de Pandora, comment vivre ici, parce que maintenant c'est un avis. Et au fur et à mesure du film, on sent qu'il comprend en fait l'attrait qu'avait Jack déjà pour la nature de Pandora, de par sa liaison, de par les épreuves qu'il a endurées. Et justement, au fur et à mesure, j'ai l'impression que il va se rendre compte peut-être qu'il pourrait l'utiliser, cette nature, pour les suites, pour essayer d'arriver à ses fins. Et justement, on va parler des suites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on discute un petit peu de... Là, on a James Cameron qui, pour la 3e fois de sa carrière, réalise une suite. Alors, la première fois, c'était la suite d'Aliens, même s'il n'avait pas réalisé le premier. La 2e fois, c'était la suite de Terminator. À chaque fois, en plus, Cameron, il a la réputation de faire des suites dont on dit souvent qu'elles sont presque encore plus efficaces et meilleures que les premières. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait, l'impression qu'il a la recette pour faire une suite. Ouais. Là, on est à nouveau dans ce scénario-là, et on a l'impression que, encore une fois, il exécute cette recette parfaitement, c'est-à-dire que, alors déjà, il y a cette impression que tout va prendre des proportions encore plus gigantesques, c'est-à-dire que dans le 1, on a un vaisseau humain qui arrive pour récolter des matières premières. Là, on a une armada de vaisseaux qui débarquent avec cette intention, cette fois, de détruire non pas un arbre, mais on voit des séquences vraiment avec l'esthétique apocalyptique de Cameron, où des pans de forêt entiers sont détruits. Donc là, c'est en gros, on revient, c'est la suite, mais ça va être encore plus gros, plus fort. Et ensuite, on a un nombre incroyable de scènes où on revit des scènes quasiment à l'exactitude en termes de narratif et en termes de mise en scène par rapport au premier, mais avec des effets de variation. Et donc c'est vraiment la recette hollywoodienne de répétition de variation. On fait une suite qui doit poser des bases, des repères pour le spectateur, mais en même temps l'emmener sur de nouveaux territoires. Alors moi j'ai plein d'exemples en tête, il y a notamment la renaissance de Quaritch qui est revécue comme la renaissance de Jack avait dans son corps d'Avatar, sauf que lui c'est une renaissance placée sous le signe de la violence, alors que dans le 1 c'était sous le signe de l'émerveillement. On a évidemment le moment où il capture sa propre Banshee, mais il le fait lui pareil avec un côté genre bourrin et badass, très bourrin.
Donc on a ces scènes-là. Et alors, est-ce que toi aussi t'as noté ces effets de miroir et en même temps ces évolutions mais en fait, qui fait qu'on n'est pas du tout dans un remake, hein, on est d'accord. T'as vraiment résumé en fait la philosophie de Cameron avec les suites, c'est-à-dire en fait on fait le même en plus gros. Ouais. C'est-à-dire c'est go big or go home. Ouais. En fait, parce que c'est ça. Quand on y pense, Aliens, c'est l'alien en fois je sais pas combien. Ouais. Avec tout un lore autour de leur reproduction et aussi autour d'une compagnie, c'est pas une compagnie minière, mais c'est une compagnie qui va un peu montrer les côtés un peu sombres des hommes. Ouais. Et on a pareil aussi dans Terminator 2, où pareil, c'est d'abord tu avais une menace, c'était le T800, et maintenant tu as une menace encore plus grande, c'est le T1000, qui est évolué, qui n'est pas pareil. Et là, du coup, c'est pareil. Et en fait, on pourrait mettre ça en parallèle avec Quaritch. Quaritch, humain, c'est le T800. Ouais. C'est un mec, il a une mission, c'est virer les navis de l'arbre pour pouvoir aller miner. Ouais. Et puis après, on a Quaritch qui revient en plus grand. Surhumain. C'est ça, voilà, en surhumain. Il est plus grand, il est plus fort, il est plus rapide. Ouais. Il peut se connecter maintenant à Iowa. Donc voilà, on a une menace, mais je pense qu'elle va grandir sur plusieurs films. Exactement. Et c'est ça qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, ce film, en fait, notamment dans son premier quart d'heure, pose énormément de nouveaux enjeux. Donc on comprend que là, les humains sont là, cette fois, pour rester sur Pandora, parce qu'en fait, notre planète est en train d'agoniser. Et donc on se dit, wow, les enjeux sont encore plus gros que dans le premier film. Et ensuite, le film va totalement switcher dans quelque chose qui va finalement, et ça, c'est la grande surprise de ce film, qui va être très intimiste, très resserré finalement sur les personnages, et notamment sur la famille de Jack. Et on se dit que ce qu'on a vu au début, en fait, ça va plutôt être c'est l'arrière-plan, et c'est les bases en fait de ce que vont être les suites. Je sais pas si tu es d'accord. Pour moi, cet enjeu-là, c'est comme s'il le mettait de côté en disant ça va arriver les gars, mais pas tout de suite. Là, on va se concentrer sur les personnages. C'est ça. La famille aussi. Je l'ai noté parce que voilà, maintenant, avant la menace c'était Jack et Neytiri. Maintenant c'est Jack, Neytiri et les enfants. C'est ça. Et en fait, ça tout tourne autour de ça. Ouais. Tout est plus gros. Par exemple, un plan qui le montre bien, c'est quand Quaritch il écrase son crâne. Son ancien corps. Son corps en vain. Avant, c'est en fait, on a tout le parallèle entre l'humain à côté, moins fort, plus petit, et puis à côté, sa version supérieure. Supérieure. Et ce plan en vrai est très profond, je trouve. Ouais, beaucoup de choses. Je dirais qu'il est presque très shakespearien, parce qu'on a l'impression de voir, tu sais, Hamlet, le fameux plan du crâne. Et je trouve que ce film prend une dimension shakespearienne, parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais en fait, il est tellement centré là sur les personnages, les relations familiales, les possibles trahisons, qu'on voit tout de suite comment Cameron s'est dit « Ok, si je veux passer de mon premier film à une saga qui pourrait avoir la force dramatique de Star Wars, par exemple, en fait, ça va se jouer sur des sentiments humains universels et ça va se jouer sur la filiation, les trahisons, les histoires de famille et ce qu'est Star Wars, en fait, finalement, à la base. Hein, et Star Wars, on sait que c'est très inspiré aussi des grandes œuvres shakespeariennes. Mais en tout cas, ce qui est... universel, Ouais, complètement universel. Clairement. Mais en tout cas, ce que je trouve vraiment très, très étonnant dans ce film, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'un film aussi, qui est perçu en plus comme un film gigantesque, ultra spectaculaire, avec énormément de moyens, se resserre autant sur une histoire aussi intime et fait presque passer, met vraiment le spectacle au service des personnages. Ça, c'est assez dingue. Parce que moi, j'ai le souvenir dans ce film-là que pendant quasiment tout le milieu du film, on est juste avec les gamins en train de découvrir un nouveau monde. Mais ce qui était déjà un peu le premier avec Jack, mais cette fois, comme il y a tellement de personnages, on voit ce monde à travers tellement de regards différents. Et puis surtout, la technique est au service de la mise en scène. Pourquoi ? Parce que quand on découvre les fonds marins avec les enfants, non seulement nous, on est émerveillés en tant que spectateurs, mais surtout, les enfants le sont aussi. Ouais. Donc voilà, on a une technique qui est révolutionnaire, voilà, faut le dire, qui est au service en fait d'un émerveillement. Et oui, ça va durer sur tout le film. Ouais. Et pareil, il y a des scènes qui sont échos. Je sais pas comment dire. Et l'univers qu'il a étendu aussi sous l'eau, la relation qu'il a avec la baleine par exemple, qui est vachement touchante. Ouais, et puis le film passe du temps à développer cette relation. C'est pas juste un petit moment où on te raconte ça. Non, en fait, il va y avoir toute une partie où c'est la solidification de cette amitié entre Loak et cette baleine. Et en plus, il y a ensuite la scène spectaculaire de chasse à la baleine. On se rend compte même que le clan entier est connecté à toutes ces baleines. Et il assume en fait complètement ce truc qui pourrait être
un peu naïf. Moi, je me souviens quand j'avais vu cet extrait de la rencontre avec la baleine au cinéma, j'étais là en mode « Oh, ça a l'air un petit peu naïf et tout ». Mais en fait, il l'assume tellement et il en fait vraiment quelque chose qui est partie prenante en fait, de la culture de ces gens-là, que du coup, tu finis par l'accepter totalement, en fait. Et ça, c'est assez ouf. Ce que je me disais aussi, c'est que du coup, on a un film, et là, on a Benjamin qui est en train de filmer, là, qui a dit quelque chose de très très intelligent tout à l'heure, et donc du coup, je vais lui piquer vraiment cette idée. Il a dit, le premier film, pour moi, c'est une énorme branche, c'est-à-dire que c'est un gros tronc, comme ça, c'est un film qui avance tout droit. Chaque image a un sens, une mythologie profonde, énormément de symbolisme, et il y a tout un message autour de la métamorphose, du glissement de regard, mais c'est très clair, et ça avance tout droit. Celui-là, cette suite, on a l'impression que c'est plein de petites branches qui partent dans tous les sens. Il sème des pistes. Ouais. Et il sème plein de pistes, il développe plein de choses, et ça avance du coup, mais beaucoup plus lentement. Et c'est incroyable d'avoir je trouve encore une fois un film qui a tellement de moyens techniques, une complexité dingue, mais qui le met au service de toutes ces petites histoires. Et on a presque l'impression là vraiment de plonger dans... alors, je dirais pas que c'est pas documentaire, mais on est vraiment pendant 1h30 dans le quotidien de ces gamins qui s'intègrent, qui découvrent des choses, le quotidien de ces gens-là. Et c'est incroyable, je trouve, de mettre autant de moyens au service de ça, en fait. En fait, le 1 en fait, est très différent de cette suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le 1, on a l'impression que c'est un film qui suffit à lui-même. Ouais. Dans le sens qu'il raconte un début, un milieu, une fin. Avec cette suite, en fait, j'ai plutôt l'impression d'avoir affaire à, non pas une suite, mais au début d'une saga qui a pour base Avatar 1. Et c'est pour ça, en fait, qu'il pose plein de petits indices de ce qui va se passer sur la suite, déjà par le personnage de Kiri, par le personnage de Quaritch, la relation qu'il y a entre lui et son fils. Qu'est-ce qu'on pourrait citer Jake, par exemple, qui va monter sa rébellion, qui va sûrement aller voir d'autres clans pour essayer de combattre les humains qui veulent s'installer, et qui vont d'ailleurs, je pense, réussir vu la vitesse à laquelle ils ont construit la base. On apprend qu'ils peuvent construire des bâtiments en quelques jours, c'est ça, avec des robots qui... tout est automatisé. Et puis il y a ces rumeurs de l'arrivée sur Terre des navires, etc. Et et je pense en fait qu'on aura vraiment le fin mot de l'histoire quand on aura tous les 5 films. Les 5 films d'un coup. Je pense, j'ai vraiment le sentiment avec ce film qu'il a fait un seul film qu'il a divisé en 4. Vas-y, tu peux. Tu veux dire les Avatar 2, 3, 4 C'est ça. Pour moi, Avatar 2, 3, 4, 5, ça va être un film coupé en 4. Qui va suffire à lui-même. Pourquoi qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus j'ai un petit trou de mémoire. Parce que je sais pas si tu l'as senti, même si c'est un film qui arrive quand même à mettre l'emphase sur la profondeur, sur la philosophie, sur les sentiments, sur les émotions, on a quand même le sentiment d'avoir affaire à une introduction. Bien sûr. Sur beaucoup de points. Comme si, en fait, ce film-là, j'ai l'impression que c'est surtout un rite de passage entre un état et un autre. Je m'explique. Le personnage principal, c'est toujours Jack, qui a une famille à protéger. Et j'ai l'impression que ce film, et la mort de son fils qui va arriver à la fin... on spoil. Oui. Regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu Avatar. Ça va être écrit, je pense. Ça va être écrit. Et en fait, je pense que ce film, c'est juste le passage qui va faire passer Jack de je fuis pour les protéger à bon, ça sert à rien, il faut que je combatte. Et je pense que le 3, 4, 5 vont être encore plus gros. Et moi je suis aussi persuadé de quelque chose, c'est qu'à un moment il va y avoir un passage de relais générationnel, c'est-à-dire que si Cameron, je pense, nous présente ces jeunes personnages, c'est qu'à un moment Jake, je vois bien Jake à mon avis mourir dans le 3 ou dans le 4 et Loak peut-être ou les autres ou Kiri devenir les héros en fait et prendre vraiment le relais, et je pense que là ça va être... Alors déjà que la mort du fils de Jake à la fin du film nous a, je pense, tous retourné, autant imaginer la mort de Jake ou Neytiri. Alors là je pense que les gens seront anéantis, mais je vois très très bien Cameron faire ça, je vois très très bien nous préparer un truc à la Titanic, on va tous ressortir en mode en larmes parce que ça va être un truc intéressant. Et surtout qu'on sait que dans le 4ème il va y avoir un saut dans le temps de 6 ans. De 6 ans, qui d'ailleurs est le même temps qu'il faut pour aller de Pandora à la Terre. C'est bizarre. Mais il y a moyen que on va y avoir une sorte de transfert générationnel, comme il y a pu avoir dans Star Wars dans une moindre mesure. Exactement. Peut-être en version réussie. Et surtout, je voulais parler d'un truc intéressant, c'est que le 4ème, le film s'appelle Le Cavalier
Tulkun. Ouais. Donc je pense que c'est dans ce film-là que Loak aura un rôle à jouer. Je pense, ouais. Parce que là, on sent que... En fait, on le voit bien, hein, dans toujours cette logique de variation-répétition, Loak, en fait, refait des gestes, des actions que son père a fait dans le premier. Il y a vraiment des échos de mise en scène. Je pense notamment à la scène où il est poursuivi dans cette espèce de créature marine qui reprend la scène du Thanator. Et scénaristiquement, c'est la même chose. Hein. Il se cache cette fois c'est dans du corail et la créature essaie d'arracher les morceaux de corail comme le Thanator essaie d'arracher les branches de l'arbre et finalement il finit par s'en sortir. Donc il y a cette c'est comme si tu parlais de rites de passage. On a l'impression que Loak refait les rites de passage que son père a effectués dans le premier. Mais c'est ça qui est beau et je trouve ça vraiment assez profond, je trouve, dans le scénario. C'est-à-dire que Loak, après cette scène, il se fait sauver par le Tulkun, et c'est là que ça va devenir son ami. Et en fait, il y a un effet miroir qui se met en place entre les deux, c'est-à-dire que le Tulkun est un paria, et Loak se voit en fait comme le vilain petit canard de la famille. C'est ça, c'est parce qu'il il y a Touk qui prend peut-être tout le temps avec sa mère, et là où Neteyam par exemple c'est le bon soldat de son père. Là, c'est le bon soldat, c'est le fils parfait, il dit il est avec son père pendant que les autres font des conneries par exemple, et c'est pour ça que je pense que sa mort va marquer une chose importante, c'est-à-dire que maintenant c'est lui l'aîné. Ouais, tout à fait. Voilà, mais avant ça, il y a cet aspect, il se sent pas à sa place, et puis en plus de ça, je sais pas si les gens l'ont remarqué, bon bref, on fait l'emphase sur les 5 doigts, mais oui, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que il a 5 doigts, et surtout il a des sourcils. C'est surtout lui qui a pris le plus de Jack, qui a plus d'ADN, on va dire, humain. Hyper intéressant. Et ça, en fait, ça crée une emphase sur comment il se voit dans ce monde, comment il trouve sa place. Parce que oui, c'est vrai, c'est pas un vrai Navi. Neteyam, ça a beau être la moitié Jack, moitié Neytiri, ça reste un Navi. Il a 4 doigts, il a pas de sourcils, et c'est le bon guerrier, bref, c'est l'enfant parfait. Et là... Mais on peut continuer un peu. Moi, je trouve que l'aspect... Enfin, clairement, si je devais réfléchir à quelle était la grande idée forte du premier Avatar, je pense que c'était vraiment cette question de la métamorphose, et j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo. C'est quelqu'un qui renaît, quelqu'un qui va passer d'un état à un autre, qui va se reconnecter à la nature, qui va vraiment se métamorphoser. Et là, vraiment, je pense que le grand message de ce film, c'est vraiment les liens familiaux, et c'est et je pense que chacun peut se reconnaître, en fait. C'est-à-dire que les parents vont aller voir ce film et vont se dire « Ok, je ressens totalement cette angoisse de perdre mes enfants que ressentent Jack et que ressentent Neytiri. » Certains vont se dire, moi je sais que j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, moi je me suis reconnu dans Loak parce que c'est un peu le Benjamin, et cette place d'être au milieu et d'être un peu le vilain petit canard, je sais ce que c'est. » Il y a Kiri qui est carrément une espèce de freaks, qui est différente des autres et qui elle-même ne sait pas qui elle est, qui est dans une espèce de crise un peu existentielle. Donc chacun va pouvoir trouver sa place, et je pense que c'est vraiment le film familial au sens noble du terme. C'est que c'est vraiment le sujet du film, et c'est un film qu'on peut aller voir en famille, et je pense que c'est un film qui raconte quelque chose de très très fort. Enfin, le film se termine quand même par des enfants qui sauvent presque leurs parents, en fait. À la fin, ça s'inverse, quoi. Et c'est des enfants qui ont appris quelque chose de ce peuple de l'océan, notamment autour de la méditation et de la respiration, et ils vont sauver leurs parents avec ce qu'ils ont appris eux. C'est incroyable ce retournement. Il y a une scène avec Siraya où il apprend à gérer sa respiration. Ça, il lui met le main sur le cœur, ton cœur bat vite, et après il lui dit voilà, la voix de l'eau relie les choses entre elles, etc. Après la vie, après la mort, avant la vie et après la mort. Et justement, à la fin, quand il va voir son père, et d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a vraiment bouleversé quand il arrive voir son père, il dit pas Loak, il dit Neteyam. Il croit que c'est Neteyam. Comme si, en fait, il avait accepté une sorte de mort, et il pensait le voir au paradis. Ou alors, ça peut être autre chose. Mais voilà, après, il voit Loak, il sent qu'il va mourir, et il sent qu'il faudrait qu'il protège son fils, etc. Mais en fait, c'est son fils qui va le sauver. C'est hyper fort. Voilà, c'est fort. Il pensait que c'était la honte de la famille. À un moment, il le dit, c'est une honte, mais il essaye de bien faire, il essaie de montrer qu'il est là à son père, et il va lui sauver la vie. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand il sort de l'eau, et que c'est grâce à ses conseils qu'il a appris à respirer, qu'il a appris à sortir de sa situation. Et en fait, voilà, je fais une parenthèse, mais tout le film où on voit Jack
penser à ses enfants, à les protéger. Et là, c'est Noah qui protège son père. Exactement. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand il sort de l'eau et qu'il sait que c'est grâce à son fils qu'il est encore en vie, il lui dit I see you, je te vois. Tout à fait. Bah, c'est hyper émouvant. Et quand on sait qu'on a vu le 1, quand on sait ce que veut dire le je te vois, c'est pas juste je te vois toi, je te reconnais, je vois en toi ce que tu es. C'est ça, je vois plus que toi, je vois ce que tu penses, je vois ce que tu ressens, je vois ton histoire, ton passé et ton futur. Et voilà, ça veut dire en vrai que ce rite de passage du Benjamin à l'aîné, parce que voilà, il vient de traverser une mort importante, est super bien fait et super profond surtout. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les critiques qu'on fait sur le scénario. On se rend pas compte. Faut peut-être un peu ressentir ce qui se passe dans ce film. Faut pas être trop terre à terre en fait. C'est quelque chose face que à un film de Cameron. Ah oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faut. Enfin, quand on va voir un film de Cameron, il faut accepter que on va être autour de choses qui sont très simples et universelles, mais qui dit simple ne dit pas simpliste. Et c'est qu'il le fait avec tellement d'honnêteté, tellement de sincérité. Enfin, il l'a dit sur tous les plateaux télé. Lui-même, il est le père de plusieurs enfants, et c'est un film qui met au service de cette idée, de ce qu'il a eu envie d'exprimer sur la paternité et la famille. Et encore une fois, je trouve ça incroyable qu'un réalisateur de cette trempe-là ne se perde pas dans sa mégalomanie technique et mette tout ça au service de sentiments très simples. Et surtout, c'est sincère. Quand tu vois cet univers, c'est sincère. Et t'as vraiment l'impression que ouais, il y a réfléchi. Et je sais pas, ça m'a fait penser à ce que t'as parlé qui était père. Ça m'a fait penser en fait à un élément du film et de l'univers qui est mis en place dans ce film-là. C'est un moment où ils expliquent que pour respirer sous l'eau, il faut qu'il s'accroche à un poisson dans le dos. Tu vois. Et en fait, j'ai remarqué que ce poisson dans le dos, il est attaché uniquement aux filles. Et en fait, j'ai l'impression de voir une gamine qui met des ailes de fée derrière son dos. Et voilà, tu vois, t'as la gamine qui joue, mais une fois qu'elle a des ailes de fée, elle se sent volée, elle se sent volée, on va dire. Et voir ça, j'ai vraiment le sentiment de voir une idée que seul un père pourrait avoir là-dedans. Et on pourrait aussi en parler du coup de cet univers qui est un peu étendu. Carrément, on peut en parler si tu veux. Alors encore une fois, moi je suis cette logique de répétition de variation, c'est-à-dire que là, on est à nouveau dans l'émerveillement, le fameux émerveillement de la première fois, de la découverte des choses, mais on n'est plus dans le même univers, on n'est plus dans la forêt, on est cette fois dans cet univers océanique. Et alors moi, c'était un des grands moments émotionnels du film, la première plongée. C'est incroyable. Enfin, on revit ce truc du premier Avatar, de ce changement de monde. D'un coup, on passe sous l'eau et c'est un autre univers. C'est ça. Pour moi, il fait quoi la scène où la forêt s'illumine. Exactement. Et on s'est dit, il a réussi à nous refaire ressentir ce sentiment d'émerveillement de la première fois. Et il y arrivera après d'ailleurs. Et il y arrivera encore. Et là, en plus, je pense que cet émerveillement, il va aussi avec une certaine évolution aussi de ce que la technologie permet. C'est-à-dire que, et je crois que c'était quand j'avais fait le live avec David Frakikian, qui était l'auteur de l'Odyssée de James Cameron, il avait dit un truc qui m'avait marqué. Il avait dit, le premier film tend vers une forme de réalisme, mais il a une esthétique un peu du cartoon, justement parce que Cameron n'essaie pas d'aller vers totalement le photoréalisme. Il sait que c'est un peu casse-gueule. Du coup, les grands yeux, les couleurs, les couleurs un peu intenses, fait qu'on est quelque part entre le cinéma d'animation et un cinéma plus réaliste. Là, on a atteint un degré, alors moi je vais appeler ça d'hyper réalisme. On est vraiment, c'est au-dessus du réel. Tout est hyper intense, c'est-à-dire qu'on voit les poils de ventre, on voit les textures des animaux, tout ça et tout, et ça renforce encore plus ce sentiment d'immersion. Et je vais reprendre encore un truc que Benjamin a dit tout à l'heure, parce que Benjamin a dit beaucoup de choses intelligentes aujourd'hui. Il a dit, la première fois que j'ai vu Avatar, quand je suis sorti du film, j'avais envie d'aller sur cette planète. Et là, il m'a dit, et là, quand je suis ressorti du film, j'ai eu l'impression d'y être allé. Ah bah oui, c'est ça. C'est fort. C'est dingue parce que, oui, à un moment durant le film, c'est au bout de 2 heures, je me dis, mais attends, depuis tout à l'heure, tu regardes des aliens bleus de 3 mètres avec des humains qui interagissent avec leur environnement, et à aucun moment, tu t'es dit, j'y crois pas. Tu mets en doute le truc. C'est ça. Et en fait, pour moi, c'est ça la différence qu'il y a entre un bon effet spécial et un mauvais. C'est-à-dire que, un mauvais, j'abuse un peu, mais un bon et un excellent. Un bon, tu vas dire... c'est bien fait, et puis face à Avatar, tu dis j'y crois. Tu dis pas c'est bien fait, tu dis j'y crois. J'y suis. Je pose même pas la question en fait, c'est évident, c'est une évidence. C'est évident, et encore une fois, je me répète, mais c'est au service de la mise en scène. Tout à fait. C'est parce que voilà, c'est son but,
à Cameron, c'est avant tout de créer une expérience immersive. Tout à fait. C'est exactement ça, c'est son but premier. Tout à fait. Après, il y a le scénario, après, il y a la technique, mais d'abord, il veut qu'on s'immerge dans un monde pour en ressentir, on va dire, ce qui l'entoure, que ce soit les animaux, que ce soit... on n'a pas envie, en fait, que les humains viennent, on va dire, chambouler toute cette... comment dire, ouais, c'est cet univers qui cette ouais. harmonie, exactement. Cette harmonie qui est parfaite, etc. Et il y arrive. C'est pour ça qu'on s'attache facilement au personnage, on s'attache facilement aux baleines, surtout. Carrément. Le baleine, je sais pas si tu as remarqué, mais quand Loak il s'approche de la baleine, et bref, qui est d'à côté, il met sa main sur sa tête, on voit son œil, et à aucun moment tu te dis, mais c'est faux. Tu te dis, mais t'as l'impression que c'est ça, t'as l'impression que c'est vrai. Et surtout, voilà, il fait passer beaucoup de ses émotions par les yeux, etc. Tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus ouais, cette hyper-réalité, en fait, encore une fois, j'ai l'impression que quand je suis sur Pandora, je suis pas dans le réel, je suis dans un réel qui est encore augmenté, enfin, tout est trop intense, en fait, en termes de couleurs, de texture. Je trouve que, encore une fois, ça sert vraiment les émotions qu'on ressent, c'est-à-dire que c'est pas juste là pour dire « Ah, c'est beau », et là, je vois des critiques de gens qui disent « Le scénario est un peu cliché, mais le film est beau visuellement ». Non, en fait, la réussite technique, esthétique du film renforce encore plus les émotions qu'on va ressentir parce que, encore une fois, on a vraiment l'impression d'avoir partagé quelque chose avec ces personnages, et notamment ce groupe de gamins qu'on suit, parce qu'on a vraiment l'impression d'être avec eux, en fait. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de la scène tout à l'heure où ils vont sous l'eau pour la première fois. Scénaristiquement, ça ne raconte rien. Enfin, à première vue. Ça ne sert pas à première vue, ça ne raconte rien. Parce que voilà, ils sont sous l'eau, on se dit, bon, ok, il est dans son univers. Tu vois, c'est typiquement une scène qui ne marcherait pas dans un livre. Par exemple. Mais voilà, on se dit, bon, ok, ils sont sous l'eau, ils nagent avec les poissons, mais scénaristiquement, on se dit, ça veut rien dire. Mais non, en fait, justement, c'est bien plus profond que ça. On ressent un émerveillement avec les personnages. Et c'est parce qu'on ressent la même chose que eux qu'on est attaché à eux. Donc, pour moi, c'est un tour de passe-passe qui permet encore plus à l'immersion et qui renforce le sentiment d'attachement qu'on a avec eux. Complètement. Et ça, il n'y a pas eu besoin d'une ligne pour le faire savoir. C'est pour ça que je dis que c'est un scénario qui se ressent. En fait, c'est pas un scénario qui va parler qui va mettre en scène des rebondissements qui sont incroyables, que tu n'as pas vu venir, etc. Non, c'est bien plus profond, ça, c'est bien plus subtil. Ouais. Et ça me fait penser à une phrase que disait Jerry Lewis. Il disait, pour croire à quelque chose au cinéma, il faut d'abord l'aimer, en fait. Et quand on aime, c'est beaucoup plus facile d'y croire. Et je pense que le Cameron, il compte vraiment là-dessus. Il se dit vraiment, genre, ce film marchera que si les gens tombent amoureux de mes personnages, en fait. Exactement. Mais il avait dit ça même pour de Neytiri, je crois. Pour le 1, il avait dit, et il le sait, on ressent de l'émotion, on est attaché à quelque chose uniquement parce qu'on sait ce que c'est, on sait ce que ça représente. Par exemple, tu vois, nous on habite en France, par exemple, je parle des braconniers qui vont attaquer les éléphants, par exemple, pour leur ivoire, ça ne nous touche pas forcément personnellement. Et c'est ça en fait que Cameron essaie de mettre en scène, c'est qu'il essaie de montrer en fait que les animaux c'est bien plus que l'enveloppe de chair qu'ils sont, et c'est expliqué, bon là en l'occurrence c'est expliqué par une ligne de dialogue, mais par exemple je fais une parenthèse sur le fait que beaucoup de monde sont sentis un peu comment dire, c'est une manière un peu étrange de mettre en scène le fait que les baleines parlent avec les sous-titres, par exemple. Mais juste après, dans le film, il y a un scientifique qui explique que les baleines sont intelligentes, qu'elles ont une philosophie, qu'elles ont un langage complexe. Une musique même, des chansons. De la musique. Et qui d'ailleurs, je crois, si mes souvenirs sont bons, que la baleine qui se lie avec Neytiri chante la chanson qu'elle chante au début et à la fin. Qui d'ailleurs sûrement la plus belle chanson de la BO. Ouais, c'est clair. Voilà, et d'ailleurs, pour revenir là-dessus, on a toute une séquence de chasse à la baleine qui est une séquence spectaculaire, mais pas spectaculaire au sens jouissif du terme, parce que c'est une scène extrêmement violente et cruelle. D'ailleurs, on a l'impression que James Cameron a relu Moby Dick et qui s'est dit « Ok, je vais refaire Moby Dick », au sens où il t'explique de manière extrêmement ludique et interactive comment est-ce qu'on tue une baleine. Et là, vraiment, c'est vrai, tout est expliqué. Tout est expliqué dans le moindre détail, c'est-à-dire quelles armes ils vont utiliser, comment ils vont faire. Et vraiment, je sais pas si tu as déjà lu Moby Dick, mais dans Moby Dick, il y a des passages qui sont presque documentaires, où Melville t'explique
exactement comment se passe la chasse à la baleine, et là c'est exactement ça. Et ensuite, quand tu crois que c'est fini, c'est genre, bah maintenant qu'est-ce qu'on fait du cadavre, et ils t'expliquent ce qu'ils font du cadavre, pour à la fin t'amener à un élément de scénario qui est sûrement en plus une petite graine qu'ils plantent pour la suite, c'est-à-dire qu'en fait on récupère cette espèce de fluide qui est contenu dans peut-être le cerveau du Tulkun. C'est le cerveau. Le cerveau qui va permettre en fait aux humains d'accéder quasiment à l'immortalité. C'est ça, exactement. Et donc là on pose des bases hyper intéressantes pour la suite. Et ça, encore là je viens d'y penser, mais c'est tout Cameron ça, cette idée. C'est-à-dire que les humains qui se voient plus forts que la nature, la mort fait partie du cycle de la vie. Et trouver quelque chose qui va couper ce cycle, je trouve ça, en fait, c'est dans l'idée en fait, c'est dans le thème. Et pour revenir sur la baleine par exemple, voilà, au début j'étais pas forcément convaincu de cette scène, parce que je me dis, très bien, il la chasse, mais pourquoi? Voilà. Et en fait c'est expliqué après, j'aurais bien aimé d'abord qu'on explique avant, mais en vrai c'est pas ça, je pense que c'est bien en vrai qu'il explique après, parce que durant toute la scène, tu l'as dit, on explique comment il le fait. Et tu te dis, mais ouais, c'est cohérent. Et tu vois, il a mis en scène, il a mis en place des canons à ultrasons, des harpons explosifs, des bouées qui remontent, le fait qu'il faut éloigner la baleine du troupeau pour pas avoir des représailles, le fait qu'il vise la mer parce qu'elle va moins vite, parce qu'elle a un petit à côté. Mais tu vois, c'est glaçant. Ce détail, c'est glaçant de réalisme, de détail. Et ça me rappelle une phrase qu'avait dit Robert Rodriguez à Cameron, c'est quand, vu qu'ils ont fait Alita, ils sont potes. Voilà, et lui, il avait dit, voilà, moi, quand je mets en scène, par exemple, un lance-roquette, voilà, ça tire et voilà, c'est fini. Cameron, c'est pas ça. Ok, combien ça attends, je vais le refaire. C'est ok, c'est combien ça pèse, est-ce que le mec est entraîné, est-ce qu'il n'y a pas un mec derrière qui va prendre le souffle, il y a du vent, est-ce que la roquette va aller à gauche ou à droite, tu vois, c'est le pragmatisme camerounais, mais qui participe encore une fois à la croyance du spectateur dans ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et puis là, je trouve qu'aussi c'est une manière de faire, bon, c'est pas un secret que Cameron est un environnementaliste, et le but aussi là c'est de sensibiliser à la chasse à la baleine telle qu'elle existe actuellement dans le monde. Et la manière de le montrer, il y a presque une forme de pédagogie, c'est à dire voilà comment ça se passe, donc si vous avez envie de, c'est une manière de nous sensibiliser vraiment à ce qui se passe encore aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est intéressant que le film sort en Chine, et on sait que la Chine est un grand pays qui chasse encore énormément la baleine, il me semble. Ou Japon, non, c'est le Japon, j'ai une bêtise, c'est le Japon. Mais on a l'impression qu'il fait passer un message, en tout cas aussi à travers cette scène-là, au-delà de servir le récit, quoi. C'est ça, c'est son but. Alors au début, j'avais plutôt vu une métaphore avec l'huile de baleine, je sais pas si on sait, c'est expliqué dans le film Au cœur de l'océan de Ron Howard. Tout à fait. C'est en fait que l'huile de baleine, avant la découverte du pétrole, servait à alimenter l'éclairage public. Il servait à d'autres trucs, je me souviens plus exactement. C'était voilà, ça pouvait faire aussi de la nourriture, c'était ce qui servait aussi à rendre le bois brillant, etc. Bref, c'est pour ça que la baleine a été beaucoup chassée à l'époque, et qu'elle a failli s'éteindre, et que justement la découverte du pétrole a permis de changer ça. Mais je pense que c'est plus subtil que ça. Je pense que c'est vraiment cette idée du liquide qui va en fait faire en sorte que les humains deviennent des robots. Je m'explique, dans le sens où le fil rouge des films de Cameron, c'est l'humain se croit supérieur à sa création et à sa nature. Et on retrouve ça même dans Piranha 2. C'est-à-dire qu'en fait les piranhas sont une espèce génétiquement modifiée par l'armée. Mais on retrouve ça partout, et encore une fois ça tombe sous le sens. C'est les humains, ils veulent s'affranchir de la mort, ils pensent être Dieu en fait. Et puis donc moi je pense que ça a plus de sens comme ça que l'huile de baleine. Donc mais tu vois, regarde, il y a plusieurs pistes de réflexion pour une scène. Et j'ai vu le film 2 fois. Quand Avatar, j'ai dû le voir au moins une bonne dizaine de fois avant de comprendre vraiment tous les enjeux, tout ce qui entoure le film. La symbolique, c'est ça, de manière plus générale. C'est clair. Et j'aimerais bien justement qu'on parle, moi je pense que tu parles des grands thèmes de Cameron, qui est justement l'hubris humaine, l'humain qui veut se croire plus fort que la nature et qui finit toujours par se faire punir. Il y a aussi toujours ce rapport à la technologie, l'espèce d'hybridité qu'il a, l'espèce de rapport de fascination, répulsion entre l'organique, le technologique. Mais il y a toujours cette idée chez Cameron que les choses se mélangent, et cette idée un peu de l'hybridité, même qu'on
on a cette idée-là avec le Terminator qui est très solide dans le 1, qui devient liquide dans le 2. On a l'impression que tout est toujours un peu en mouvement. Et je trouve que cette famille, est ce qu'elle incarne symboliquement, c'est-à-dire qu'on a des navis, enfin des enfants navis, mais qui sont à moitié humains, à moitié navis, qui ont 5 doigts au lieu de 4, certains ont des sourcils, et donc qui sont pas vraiment des purs navis. Voilà. On a le personnage de Kiri qui, alors là, carrément, potentiellement été enfanté par Eywa, mais qui est une sorte de... On ne sait pas d'où elle vient. Et on a carrément Spider qui, lui, est un enfant sauvage qu'ils ont récupéré. Donc c'est vraiment la famille hybride idéale. Enfin, c'est vraiment on des peut en grands parler thèmes de la famille, si tu veux. J'aimerais quand même revenir avant sur ce que tu as dit sur le côté un peu mélange de organique et technique. C'est toute la philosophie de Cameron, c'est ça. En fait, dans le making-of de Avatar 1, à la fin, il dit « Je sais très bien qu'on n'arrivera pas à être écologie, entre guillemets, à vivre sans la technologie qu'on a maintenant. » Mais en fait, justement, il dit un terme intéressant, il dit qu'en fait, il faudrait apprendre à vivre avec la nature tout en comment dire, restant dans cette philosophie et de l'évolution de progrès ou de progrès, parce que de progrès technique. Là, il dit un terme, le terme c'est techno-indigène. C'est ça. Et moi je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la technologie pourrait nous aider à nous reconnecter à la nature. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire. Et cette idée de technique qui nous ramène à la nature, elle est parfaitement métaphorisée par l'avatar. L'avatar, c'est quoi? C'est une technologie organique qui t'aide à te connecter à la nature, via la tresse, par exemple. C'est il est clairement dans des... c'est son imaginaire, c'est un petit peu ce qu'il a, je pense... ce qu'il a puisé dans le cyberpunk, dans son rapport à la science-fiction dès son enfance. Et c'est clair que c'est un de ses grands fantasmes, même si... des fois, j'ai l'impression que cette contradiction, elle est très très riche esthétiquement, et elle est intéressante notamment au cinéma et dans les arts. Après, l'appliquer techniquement, l'appliquer dans la réalité, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile en fait. Ah bah c'est sûr, mais après c'était le sujet de Terminator, c'est-à-dire qu'en fait il y a le nucléaire, ça peut servir à créer de l'énergie comme ça peut servir à tuer les gens. Et ça on retrouve ça aussi dans Avatar, mais de manière plus globale. Et oui, parce que par exemple on a dans le 1 on avait cette opposition entre les scientifiques et les marines. T'as les scientifiques qui utilisent la technologie pour comprendre la faune et la flore, pour comprendre comment marche Eywa, ce fameux système en réseau. De réseau, alors que là où les militaires utilisent des machines à tuer, c'est des robots, ça a écrasé les plantes, etc. Bon, bref, c'est vraiment pour montrer on a une technologie, enfin comment dire, la technologie est avancée, mais l'un l'utilise à des fins, on va dire, douteuses, et l'un l'utilise pour comprendre. Et c'est ça que je trouve beau, et cette dichotomie entre l'organique et le technologique, on le retrouve dans Eywa. Eywa, c'est quoi? C'est un réseau. Donc voilà, il a réussi, et pour moi c'est ça en fait le cœur de son univers, c'est ça pour moi qui m'a vraiment attiré à cet univers. C'est en fait qu'il a voulu créer un réseau internet biologique plutôt, pas bio, plutôt organique. Voilà, c'est ça, auquel on peut se connecter, auquel on peut parler, et c'est pour ça que je vais partir après sur le ICU, pardon. c'est ça, on voit en eux comme on voit à travers Eywa, comme on voit comme on comprend les arts parce qu'ils sont connectés entre eux. Et d'ailleurs, je vais pas ça fait penser à une scène que je trouvais esthétiquement complètement hallucinante dans le film. C'est le moment où Loak du coup rentre carrément dans le Tulkun et se connecte au Tulkun, et on a cette espèce d'image de ce alors on sait pas à quoi il a accès, est-ce que c'est son cerveau, mais il se connecte du coup à l'intériorité du Tulkun, et là on est vraiment dans une image très SF, presque psychédélique. Et puis t'as vu comment c'est illuminé dans le Tulkun. D'abord c'est noir, et après ça s'illumine parce que j'ai trouvé ça super beau. Et là on est vraiment dans une... C'est d'une simplicité déconcertante. Et voilà. Et d'ailleurs c'est bon que t'en parles parce que justement je suis content enfin d'avoir une idée visuelle de ce que ça fait de se connecter à quelqu'un. Parce qu'avant on savait pas. Oui, là quand ils se voit des images aux âmes, quand ils se connectent à Neytiri, on voit pas ce qui se passe. Et là, que ce soit avec le Tulkun, que ce soit avec à la fin avec je voulais revenir le souvenir du fils qui est mort,
c'est là vraiment qu'on comprend ce que ça représente. Et d'ailleurs, ça peut ouvrir tout un pan de l'univers hyper intéressant. Imagine si sur Terre, on avait accès aux souvenirs de nos ancêtres. Ouais. T'imagines? Et, ce serait incroyable. Et je pense que, et là on revient. Rien que pour ça, je pense que l'univers peut vraiment s'étendre de manière hyper intéressante. Et pour moi, c'est une vraie métaphore, encore une fois, du cinéma, c'est-à-dire qu'on va se connecter à quelque chose qui va nous montrer des images. Donc on a Loak, du coup, qui regarde le film de en fait, ce qui arrive à Stulkun et à mieux le comprendre. Donc il y a cette idée que le cinéma permet aussi de rentrer en empathie et de mieux comprendre. Ça. Et on a, pour moi, ce plan que j'ai trouvé, enfin, moi, qui m'a vraiment émotionnellement bouleversé à la fin du film, qui est un des derniers plans, où du coup, Neteyam et le fils de Neytiri Ejek est mort. Et en fait, Neytiri Ejek se connectent à l'arbre pour pouvoir revoir des images de leur fils, revoir les images de leur moment de bonheur avec lui. Et là, on a encore cette idée incroyable de... En fait, ils sont en train de regarder un film, en fait. C'est leur film souvenir. Et c'est le... Enfin, ils vivent, encore une fois, nous, spectateurs, on se... Comment dire, ils sont à la place de spectateurs de cinéma comme nous, on est en train de les regarder. Et en plus, ils le voient petit, il le voit grand, parce que voilà, c'est... Par la force du montage, parce que c'est ce que permet le montage au cinéma. Mais cette métaphore du cinéma, elle était aussi présente dans le premier. Bien sûr. On dit souvent, quand on a un doute sur comment analyser une œuvre, il faut revenir au titre. Ouais. Et le titre, c'est pas Avatar pour rien. Bien sûr. Avatar, ça veut tout dire. Bien sûr. Avatar, c'est par exemple ce qu'on va ressentir à travers un personnage qu'on va voir en film, à travers un jeu vidéo. Bien sûr. D'ailleurs... c'est la projection dans un corps, l'immersion dans le film, dans la place du spectateur. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire que pour eux, Avatar aurait dû s'appeler Pandora ou Navi, mais non, jamais de la vie. Ils ne comprennent pas. C'est ça, en fait, c'est vraiment une analyse un peu terre à terre, tu vois. Il faut vraiment essayer c'est le premier degré, en fait. C'est ça, exactement. Il faut voir ce film au second degré. Il faut essayer de... Même si l'histoire... Enfin, non, attends. C'est vrai qu'il y a une couche, c'est l'histoire de base, mais en dessous, il y en a plein d'autres. Et c'est pour ça qu'après 13 ans, on parlait encore... d'Avatar, parce que c'est un film, justement, par cet thème universel, arrivé à faire passer tout un tas de messages et de philosophies qui, visiblement, sont passés au-dessus de beaucoup de monde. Juste revenir sur ce dernier plan du film, donc j'ai parlé de cette métaphore du cinéma qu'on a à la fin, avec Neytiri Ejek qui se reconnectent au souvenir de Neteyam, et qui revivent ces rares moments de bonheur, finalement, qu'ils ont eus. Le film se termine par un plan qui est très très similaire, enfin, qui est quasiment le même plan que dans le premier film, c'est-à-dire avec Jack qui ouvre les yeux. Ouais. Mais... c'est pour moi, pour le coup, c'est vraiment le plan est le même, la signification des deux plans est complètement différente. Ouais. Je trouve que dans le premier, quand Jack ouvre les yeux, c'est vraiment une renaissance. C'est l'aboutissement de sa renaissance. C'est l'aboutissement de sa renaissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dernier mot que dit Jack avant de couper son vlog, à la fin, c'est son vidéologue. Voilà, il dit « It's my birthday after all ». Bien sûr. Voilà, en français, ça marche pas, mais birthday, ça veut dire jour de naissance. Et voilà, donc à la fin, il se réveille. Mais ouais, c'est vrai que la fin du 2, c'est la première réaction, c'est « Ok, j'ai vécu une épreuve qui m'a fait changer et maintenant, j'ouvre les yeux avec un air un peu alors toi tu l'as vu plutôt avec un air déterminé, genre prêt à se battre. Moi je l'ai vraiment vécu comme un truc de genre en fait quand Jack ouvre les yeux à la fin du 1 en fait Pandora est devenue sa réalité et il va vivre dans ce monde là maintenant définitivement, il en fait partie, tout ça et tout. Là dans le 2 j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plongé dans des souvenirs genre merveilleux, incroyables, et là quand il rouvre les yeux en fait c'est le retour à la réalité, c'est en fait là je vis dans un monde en fait où mon fils est mort et j'ai trouvé du coup le film hyper triste pour ça. C'est à la fin en fait ils sont tous les deux là dans leur super souvenir avec Neytiri, et quand ils ouvrent les yeux en fait ils vont devoir affronter le réel et vivre dans un monde en fait où ils ont perdu leur gamin. Et du coup j'ai trouvé la fin hyper dure. Ben oui, ils vont devoir affronter ça. Mais tu vois, regarde, on a déjà trouvé un niveau de lecture, ou deux même, du coup, à cette scène. Mais oui, je pense que c'est intéressant ta vision. Mais c'est intéressant que toi tu l'aies vu comme le côté un peu déterminé, c'est-à-dire un peu quelque chose de... Alors moi j'ai plutôt... en fait, je le redis, mais en fait j'ai plutôt vu le 2 comme un rite de passage d'un état à un autre. Et justement, de la fuite vers cet état, il l'atteint à la fin, c'est maintenant que nous résistons, c'est parce que fuir ça sert à rien. Donc voilà, oui, pour moi c'est l'aboutissement d'un rite, et pour toi c'est plutôt quelque chose de... C'est plutôt un retour à la réalité, c'est intéressant. En fait je trouve que ça donne une tonalité très mineure, très mélancolique et finalement assez sombre en fait aux deux, c'est que à
à la fin ils perdent quand même leur gamin et ils vont devoir vivre avec ça. Et je trouve ça très très fort d'avoir réussi à faire une suite comme ça qui ose aussi quelque chose d'un peu dur en fait. C'est quand même, on parle souvent de la naïveté et tout de Cameron, mais il nous fait quand même il l'a dit dans la promotion de son film, moi mes héros, mes personnages en fait ils vont affronter des vraies émotions fortes. À contrario des héros Marvel, on a l'impression que rien ne peut vraiment leur arriver. Il y a quelque chose il va vers le drame et il assume le drame. Il a raison, c'est pour ça qu'il a dit que pour lui ce film se rapproche plus d'une famille en mode Soprano qu'en mode Disney. Tout à fait, voilà, c'est ça. Les évolutions, parce qu'on a parlé justement de la technique chez Cameron, mais dans la fabrication même de ces films, il est question aussi d'enjeux de technologie. Du coup, on a pu voir le film alors moi je l'ai vu en IMAX du coup HFR, toi tu l'as vu aussi du coup, alors un coup sans HFR, un coup avec, c'est ça? Non, en fait les deux étaient en HFR. Je l'ai vu au grand X en grand large et j'ai pas forcément apprécié la production. On a eu et après j'étais sorti un peu moitié, tu vois, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pas aimé? Parce que j'avais peur en fait de pas avoir aimé. Je l'ai revu en IMAX et là, ok, c'est là que je me dis, ok, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est un peu le problème que j'ai avec cette idée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ne vont pas apprécier le film à cause de ça peut les sortir de la projection. Voilà, c'est un peu dommage. Je pense qu'il y a un travail d'habitude culturelle à avoir avec ce nouveau régime d'image. Moi, il y a des moments, ça me va tout à fait. À des moments, comme je te l'ai dit, j'ai l'impression des fois que certains éléments, comme je l'ai vu lors de l'explosion du train ou à un moment un bateau qui explosait, je trouvais qu'à cause de la fluidité, les éléments numériques manquaient vraiment de pesanteur. Et du coup, ça rendait plutôt un effet de jeu vidéo un peu raté qu'une vraie séquence d'action avec du poids et avec de l'impact. Mais ça reste des petits éléments éparses. La plupart du temps, je trouvais que ça fonctionnait bien, notamment sous l'eau aussi. Et je trouve qu'encore une fois, ça contribue à créer cet effet d'hyper-réalité, en fait. Carrément. On a l'impression que c'est pas ce que tu vois réellement dans la vie de tous les jours, c'est encore une autre vision, une autre perception du réel. C'est ça. Et donc, du coup, ça fonctionne. On avait senti ça sur le Hobbit, c'était tellement réaliste que en fait du coup ça mettait en exergue tous les défauts de décor, de costumes, etc. Et ça marchait vraiment là, je pense que Jackson avait un peu mal anticipé. Et là, peut-être que ça peut marcher vu que c'est un univers très réaliste, très concret on va dire. Mais malheureusement, vu que c'est une technologie nouvelle, toutes les salles ne sont pas forcément équipées et prêtes à le recevoir. Et c'est pour ça qu'en IMAX, même si c'était en HFR, je n'ai pas vu une seule fois le souci, alors que pourtant je savais quelle scène est en HFR ou pas. Et donc voilà, il faut faire attention, il faut vraiment voir le film dans les meilleures salles possibles, si c'est possible, évidemment. Et ben voilà, c'est terminé, donc merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Look of Pop. D'ici là, regardez les autres vidéos, abonnez-vous, lâchez un like, allez voir le compte Twitter aussi de Thomas. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.